Alors, comment les musiciens et vos élèves réussissent-ils à comprendre les signes que vous faites? Pourquoi le chef d'orchestre utilise une baguette au lieu des mains seules? Et est-ce qu'il faut une baguette bien précise pour diriger un orchestre? Alors, en effet, comme je ne peux pas discuter, je ne peux pas parler pendant le concert et pendant qu'il y a la musique, puisqu'on doit être pleinement disponible pour écouter la musique, et ben, je crée un langage pour que les musiciens puissent me comprendre. Alors, il y a des langages qui sont les mêmes partout dans le monde. Et puis après, chaque chef d'orchestre aussi aménage les gestes pour que ça soit en fonction aussi de ses intentions. Donc, par exemple, je peux battre la mesure à 4 temps, comme celle-là, et on va battre de cette façon-là partout dans le monde. Et après aussi en fonction de l'énergie de la musique, si c'est une musique qui est plutôt douce et toute délicate, et puisqu'on dit piano, c'est-à-dire qu'on joue tout doucement, ou alors au contraire, si elle est forte, on va faire des grands gestes. Si on veut que ça soit très dynamique, très articulé, on va donner des petits à-coups pour justement donner cette dimension dynamique à la musique. Alors parfois, on peut diriger aussi juste avec la main et les musiciens peuvent comprendre tout à fait les gestes. La baguette, en fait, elle est souvent utilisée quand il y a des grands orchestres et les musiciens qui sont loin peuvent voir un petit peu mieux les gestes et surtout ça permet de donner parfois des à-coups, en tout cas une précision de geste parfois un petit peu plus grande encore. Et puis en fait ça dépend vraiment des chefs d'orchestre et de leur souhait d'avoir soit une baguette qui est dans le prolongement du bras, soit d'avoir le son directement, le contact est direct avec le son et la main. Donc moi, ça m'arrive de diriger le plus souvent avec la baguette, mais parfois, notamment quand la musique elle est calme et douce, et ben parfois je peux laisser la baguette pour justement utiliser uniquement mes mains. Et après, chaque chef d'orchestre utilise sa baguette comme il le souhaite. Et donc moi, je souhaite avoir une baguette qui soit pas trop grande non plus, pour que voilà, ça reste un prolongement, un outil qui reste malgré tout assez souple et assez maniable. Alors, pourquoi les musiciens de l'orchestre sont-ils tous disposés en rond, demi-cercle, plutôt qu'en colonne, par exemple? Alors, en effet, les musiciens de l'orchestre sont tous mis en arc de cercle pour que déjà aussi puissent se voir et puis aussi s'entendre les uns les autres. Alors, ils n'ont pas forcément tous la même perception en fonction de leur place dans l'orchestre. Et puis aussi, le positionnement du chef d'orchestre, c'est une position qui est très centrale et qui permet justement de pouvoir écouter et surtout voir l'ensemble des instruments. Donc en fait, c'est vrai que c'est important d'avoir cet arc de cercle pour que justement l'ensemble des musiciens puissent se voir et surtout puissent voir le chef d'orchestre. Et chaque musicien regarde sa partition et en même temps doit pouvoir voir le chef d'orchestre dans son champ de vision puisqu'il a besoin de pouvoir lire les notes et en même temps voir le chef d'orchestre. Et on apprend, quand on joue de l'orchestre, à pouvoir faire les deux. C'est pour ça que parfois on a l'impression que les musiciens ne regardent pas le chef d'orchestre, mais si, ils le voient toujours, mais dans le champ de vision avec la partition. Et donc si on n'est pas en arc de cercle, on ne peut jamais avoir les deux conditions réunies, c'est-à-dire voir sa partition et voir le chef d'orchestre. Et comme ça permet à tout le monde de bien se voir et de pouvoir aussi s'écouter. Êtes-vous fatigué à la fin du concert? Alors oui, je suis souvent très fatiguée à la fin des concerts. Parce que c'est pendant, les concerts durent à peu près 1h30, parfois 2 heures, parfois plus, parfois un petit peu moins. Mais c'est des moments où chaque seconde, chaque moment du concert, le chef d'orchestre est très engagé physiquement parce que déjà il bouge beaucoup les bras, mais aussi c'est aussi des moments où on doit donner beaucoup d'énergie. Pour que l'orchestre en donne, il faut aussi que le chef d'orchestre puisse en donner. Si je suis là au fond de ma chaise ou que j'ai une direction toute molle, l'orchestre va diriger de façon molle. Mais si je suis là et que je donne vraiment une belle direction et une belle dynamique à l'orchestre, et ben l'orchestre jouera aussi de cette façon-là. Donc c'est pour ça que le chef d'orchestre est debout, il donne beaucoup d'énergie, donc c'est vrai que c'est très fatigant. Et il y a toujours cette magie en plus du concert où on donne encore plus, on est encore plus concentré. Pendant les concerts, c'est comme les grands sportifs un soir de match ou un soir de compétition, et ben ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ben nous c'est pareil, on donne le meilleur de nous-mêmes au concert, et c'est pour ça aussi que c'est un moment très fatigant, mais aussi qui est très plaisant. Avez-vous déjà eu des moments difficiles dans votre métier, des moments qui vous découragent, ou avez-vous déjà eu envie d'abandonner? Alors, le métier de chef d'orchestre, c'est un métier qui me plaît et c'est ma passion et je suis très heureuse de faire ce métier. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments qui sont aussi très difficiles parce qu'on attend aussi du chef d'orchestre d'être toujours
au maximum voilà, de ses capacités, de jamais avoir le droit à l'erreur, puisqu'il est là, il doit incarner aussi une certaine exemplarité, la connaissance aussi de la musique, avoir aussi une certaine autorité. Donc c'est vrai que pour pouvoir ne jamais faire de faute, il faut toujours travailler, être le meilleur et toujours être au maximum. Donc c'est vrai que ça donne un peu de pression aussi. Et parfois, moi ça m'arrive d'avoir le trac avant les répétitions surtout, pas forcément au concert, mais plutôt avant les répétitions. Et que parfois aussi on se retrouve face à des gens, des musiciens peut-être parfois qu'on ne connaît pas, parce que moi je suis amenée aussi à diriger des orchestres. Et puis parfois c'est comme pour tout, il y a des musiciens qui sont très gentils et sympas et d'autres un peu moins parfois. Et donc il y a des moments pas toujours très rigolos, il faut un peu parfois rappeler à l'ordre ou être un peu dans un premier temps dans un rapport qui n'est pas toujours simple parce qu'il faut arriver à s'imposer. Et puis aussi par ailleurs en tant que chef d'orchestre et surtout moi de l'orchestre Divertimento, je dois aussi faire en sorte de réunir les conditions pour que cet orchestre puisse exister, c'est-à-dire voilà, travailler avec les équipes de l'orchestre pour aller chercher des concerts, chercher de l'argent pour que ça puisse se faire puisque c'est un orchestre professionnel, et puis mettre en place plein de choses. Et parfois c'est fatigant, parfois il y a des aspects qui ne sont pas forcément toujours très rigolos. Et donc oui, ça m'arrive d'être découragée, mais j'ai quand même la chance de faire un métier que j'adore. Et même s'il y a des semaines où peut-être il y a 10% des choses qui sont plaisantes et 90% des choses qui sont moins intéressantes, et pour ces 10%, ça vaut le coup de les vivre, ça vaut le coup de faire tous ces sacrifices autour. Donc c'est pour ça que malgré tout, je ne retiens que le bon côté de ce métier et j'oublie vite après quand c'est des épreuves difficiles. Avez-vous déjà dirigé d'autres orchestres dans d'autres pays ? Avez-vous beaucoup voyagé avec votre travail ? Le métier de chef d'orchestre, on peut le faire de plusieurs façons différentes. Alors, avec l'orchestre Divertimento, cet orchestre que j'ai créé il y a 20 ans, aujourd'hui, je suis chef d'orchestre et directrice musicale. Donc, c'est-à-dire que je prends les décisions des œuvres que nous allons jouer. Et après, je travaille avec mes musiciens, avec les équipes de l'orchestre, pour pouvoir réaliser les concerts, les programmes, ou alors les projets que nous aimons bien partager avec les enfants des écoles, par exemple, et nos différents publics. Et puis aussi, on peut être chef d'orchestre invité, c'est-à-dire qu'un orchestre nous invite à venir diriger pendant une semaine, parfois 15 jours, ça peut être un peu plus long, mais de façon très ponctuelle, nous invite à venir diriger un programme en particulier. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis à la fois chef d'orchestre et directrice musicale de l'orchestre Divertimento et aussi chef d'orchestre invité à la tête de différents orchestres. Et moi, je trouve que c'est important de diriger aussi d'autres orchestres parce que ça nous permet aussi de nous entretenir, de nous confronter aussi à d'autres approches de la musique, à d'autres musiciens et de ne pas rester un peu dans sa zone de confort. Et c'est très important pour un chef d'orchestre d'aller travailler aussi avec d'autres orchestres. Alors oui, pour ma part, j'ai souvent beaucoup voyagé, beaucoup en Europe aussi, dans certains pays du monde arabe, où j'ai été aussi allée diriger, et puis aussi beaucoup en France, d'autres orchestres, des orchestres nationaux en France, en Belgique, en Ukraine, en Russie, en République tchèque. Et j'ai été aussi pendant plusieurs années chef d'orchestre de l'Orchestre national d'Algérie. Et donc en effet, je voyage beaucoup de par mon métier. Et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir après à chaque fois rencontrer d'autres musiciens. Peut-être que je ne rencontrerai plus jamais de ma carrière musicale, mais c'est cette rencontre et d'arriver à monter un programme de concert en quelques jours avec des personnes que je ne connais pas. Et donc c'est ça aussi, je trouve, la richesse de ce métier de chef d'orchestre. Est-ce que les personnes malentendantes ressentent la musique lors d'un concert d'un orchestre symphonique ? Alors, la musique, c'est avant tout des vibrations. Et donc c'est comme ça qu'on produit le son. C'est-à-dire qu'on fait vibrer les cordes d'un instrument, on fait vibrer par exemple les lèvres sur l'embouchure avec les instruments de cuivre ou l'anche avec les instruments avant. Donc c'est vrai qu'avant tout, la musique, ce sont des sons, ce sont des vibrations. Et donc les vibrations, en effet, les personnes malentendantes peuvent les entendre, et les ressentir plutôt. Et donc c'est vrai que par exemple, en fonction des musiques, si elles sont très intenses ou plutôt dans un registre grave, et on va plutôt sentir en effet parfois le sol trembler, on va sentir en fait cette énergie. Et en fait, il ne faut pas oublier que la musique, c'est avant tout aussi de l'énergie que l'on ressent. C'est pour ça que c'est très différent d'écouter la musique à la radio, à la télévision, que d'aller au concert. Et cette énergie que l'on ressent au concert, tout le monde peut la ressentir, aussi les personnes malentendantes. Et donc, je pense que le mieux, ça serait de poser la question à une personne malentendante pour qu'en fait, elle puisse donner son ressenti. Mais moi, je sais que en dirigeant, je ressens cette énergie, je ressens ces vibrations. Et donc,
c'est quelque chose en effet auquel les personnes malentendantes s'intéressent beaucoup pour pouvoir aussi ressentir les différentes émotions de la musique.